Les médias traditionnels ont voulu nous faire croire que la ville d'Alep était totalement rasée. C'est faux. Nicolas Dhuicq est un homme politique à part, calme et déterminé. Ce député âgé de 56 ans n'aime pas le langage convenu. Nous l'avons rencontré dans son bureau de l'Assemblée nationale il y a quelques jours, à Paris. Un témoignage puissant, mais aussi émouvant. Ce que nous avons constaté pour la ville d'Alep, premièrement, ce qui concerne la ville elle-même, c'est qu'au moins 65% de la ville est debout. On n'est pas du tout dans une ville qui est totalement rasée, totalement détruite. 20% de la ville est effectivement rasée, et plus vous allez vers l'est, plus vous allez vers les zones qui étaient tenues par les islamistes, plus ce gradient de destruction augmente. Et puis vous avez à peu près 25% qui est à reconstruire. Donc nous sommes bien loin d'une ville totalement détruite. Et quand vous êtes parti sur place, Nicolas Dhuicq, j'imagine que vous êtes parti avec ces images, avec ces articles sans doute en tête de la presse française, qui ne cessait de dire depuis des mois que la ville était rasée. Oui, parce que je suis parti avec des photos qui correspondent aux photos où vous aviez la ligne de front entre l'armée syrienne et les islamistes, ou bien les photos ou les images des quartiers qui ont subi des tirs d'artillerie, parce que dans une ville ancienne, en particulier je pense à la vieille ville d'Alep, c'est évident qu'un tireur embusqué peut bloquer une éternité, une unité d'infanterie. Donc vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle l'appui-feu, c'est-à-dire de l'appui d'artillerie ou d'aviation. Or, j'ai été agréablement surpris de voir que cette ville existait, qu'elle était debout. Surpris, mais j'imagine choqué aussi. Non, j'étais surtout heureux. Heureux de voir que les gens étaient vivants. Mais choqué, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, Nicolas Dhuicq, on nous a menti, clairement? Sans rien trahir et vous cacher, nous sommes retournés là-bas parce que nous savons que la réalité est différente de celle qui est présentée par les médias principaux, qui depuis le début de ce conflit ont une vision monomaniaque, considérant que le président Assad est responsable de tous les maux de la Syrie et considérant qu'il y a des rebelles modérés. Certes, vous avez pu avoir des Syriens qui ont voulu se révolter pour avoir un régime plus libre et plus démocratique, mais aujourd'hui, il n'y a plus de rebelles modérés. C'est vraiment une lutte pour la civilisation contre des gens qui sont des adorateurs de la mort, qu'ils soient de Daesh ou d'Al-Nosra, qui ne pensent qu'à massacrer, qu'à tuer, qu'à interdire aux femmes d'être l'égale des hommes, qu'à empêcher les petites filles d'aller à l'école, et qui apprennent les enfants de 10 à 11 ans comment décapiter les adultes. Et sur la population, pardonnez-moi, sur la population, c'est la deuxième chose par rapport à la ville. C'était une ville de 2,3 millions à 2,5 millions d'habitants. Il reste 1,5 million d'habitants aujourd'hui dans la ville. Et on peut considérer qu'il y a à peu près eu 40 000 morts civiles. On est très loin de l'anéantissement d'une population qui nous a été décrite. Mais comment expliquez-vous, Nicolas Dhuicq, que les médias français, j'entends les grands médias, les gros médias, comment expliquer le fait qu'ils aient tenu ce discours à la masse média pendant des mois? Je pense qu'il y a une première chose qui est l'absence de souveraineté dans notre diplomatie, alors que nous avons de bons orientalistes en France qui ne sont pas écoutés, que nous avons des gens qui connaissaient la réalité syrienne qui ne sont pas écoutés parce que c'est l'idéologie qui a dominé. Et l'idéologie, c'était bien que le président Assad était responsable de tous les maux de son peuple, que c'était lui qui gazait sa population. Et je pose la question, comment une personne, si elle était aussi sanguinaire que celle-ci, aurait pu résister à 6 ans de guerre? Parce que l'armée syrienne se bat depuis 6 ans. Nous avons connu en France 4 années d'occupation. Là, les Syriens connaissent 6 ans de guerre. Avant de partir, ça vous a interpellé ce genre d'information, Nicolas Dhuicq? Vous vous êtes dit comment... C'est-à-dire, comme c'était déjà le 3e voyage, nous avions déjà la donnée selon laquelle il y avait une distance entre la réalité du terrain et le discours qui nous était tenu. Est-ce qu'on vous a, quand vous êtes revenu de là-bas, Nicolas Dhuicq, est-ce qu'on vous a entendu dans les grands médias? Est-ce qu'on vous a sollicité? J'ai fait un plateau télévisé sur la chaîne parlementaire. Mon collègue Thierry Mariani a fait quelques plateaux. Mais nous avons 2 soucis. Le premier souci, c'est le temps immédiat. C'est-à-dire que malheureusement, les médias sautent d'un sujet à l'autre, d'une semaine à l'autre, et oublient cette tragédie que vit le peuple syrien, qui pour moi se bat vraiment pour la civilisation et pour nous.
Donc vous êtes confronté à cette immédiateté, qui est un véritable poison qui empêche le travail de long terme. Deuxième souci, c'est que vous êtes confronté à des personnes qui ont un présupposé idéologique et qui donc ne veulent pas entendre la réalité telle qu'elle est, puisque depuis 6 ans, ils se sont trompés. Et psychologiquement, ils ont du mal à admettre qu'ils ont pu se tromper et gravement se tromper. Qu'avez-vous découvert sur le terrain qui vous est véritablement interpellé? On a entendu parler d'armes françaises qui circulaient là-bas. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous? Écoutez, ce que je peux dire simplement, c'est qu'au moment où nous étions sur les roquettes d'Al-Nosra, à l'aéroport d'Alep, avant de repartir, la télévision syrienne montrait des images d'obus de mortier français, en parfait état, et de roquettes que nous mettons dans les paniers lance-roquettes de nos hélicoptères de combat, en parfait état. Les photos qui étaient présentées sont sans aucun doute des munitions françaises. Donc, quelle est leur provenance? Est-ce que c'est un pays tiers auquel nous avions vendu ces munitions qui a fourni les islamistes? Ou est-ce que c'est un approvisionnement par des voies détournées directement de notre pays, malheureusement, sous l'impulsion d'un précédent ministre des Affaires étrangères? Quand on est député, quand on est un homme politique comme vous, Nicolas Dhuicq, et qu'on revient avec de telles informations, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire quand on revient dans son pays? Par-delà ça, moi, ce qui me semble le plus important, c'est qu'on a envie de porter surtout aussi un message d'espoir que je ne veux pas oublier. Le message d'espoir, ce sont les jeunes Syriens et les jeunes Syriennes que nous avions déjà vus à notre deuxième voyage, qui sont des jeunes artistes qui veulent reconstruire leur pays. Le message d'espoir, ce sont les Syriens francophones, professeurs de français, par exemple, auxquels je pense, qui nous ont dit « ne nous oubliez pas, n'oubliez pas ce que nous avons vécu ». Ce sont les confrères chirurgiens, médecins que j'ai vus, qui ont soigné les populations de toutes les parties dans des conditions terribles, et c'est un message d'espoir, c'est-à-dire que la vie est plus forte finalement que les forces de la mort. C'est ce message d'espoir que je veux porter. Le deuxième message est évidemment que nous sommes tous concernés, parce que cette guerre en Syrie, je le répète, pour moi c'est une guerre pour la civilisation. Les soldats de l'armée syrienne sont confrontés vraiment à des forces mortifères et vraiment des adorateurs de la mort, qui sont vraiment la négation de la civilisation. Le troisième point, évidemment, c'était votre question, c'est qu'il nous faut changer de politique étrangère. Il faut absolument que la France retrouve son indépendance d'esprit et sa souveraineté. Et nous avons en France de très bons et de très grands spécialistes de l'Orient, des gens qui connaissent bien la Syrie, malheureusement qui ne sont pas écoutés aujourd'hui. Certes, sans doute, Bachar al-Assad n'est pas un enfant de cœur, mais estimez-vous, Nicolas Dhuicq, que considéré par la presse française comme le diable en personne, pour faire court, vous estimez que cela a des conséquences politiques importantes et en cascade? Il y a d'abord, si vous voulez, la première étape qui est la guerre, qui a toujours lieu au moment où nous parlons. Et je veux saluer l'armée syrienne qui a libéré les sources qui ravitaillent Damas en eau potable, pas plus tard que ce dimanche, je ne sais plus de mémoire, 26 janvier. Donc la guerre continue, les Syriens et les Syriennes continuent à vivre une très grande souffrance. Mais surtout viendra l'après, c'est-à-dire que viendra le temps de la reconstruction. Or, nous avons abandonné le lycée français à Damas, nous avons abandonné l'idée d'aider un peu un hôpital qui se dit être l'hôpital français à Damas. Sans demander une réouverture d'ambassade, nous aurions intérêt à avoir des contacts informels pour dialoguer, pour avoir des informations sur ce qui se passe sur le terrain. Et la Syrie, comme la France, aurait intérêt au niveau entrepreneurial de rouvrir une collaboration. Parce que c'est très clair que ceux qui ont aidé la Syrie, la Russie et l'Iran vont en retirer quelques bénéfices commerciaux, ce qui est normal, mais aussi des pays comme la Chine, qui sont sur les rangs, et pourquoi pas un jour les États-Unis d'Amérique. Donc encore une fois, ce qui me rend malheureux en tant que député de la nation française, c'est de voir qu'un pays qui est un pays majoritairement francophone, avec lequel nous avons des liens particuliers, dans lequel nous pourrions développer des entreprises françaises pour donner indirectement du travail à nos ouvriers et à nos ingénieurs français, nous l'avons abandonné, nous allons perdre en même temps les parts de marché. C'est ça qui me rend malheureux également pour l'avenir. Abandonné parce que, clairement, on a choisi le camp Obama plutôt que le camp Bachar Poutine. C'était même pas le camp Obama, c'est le camp des néoconservateurs américains qui, président démocrate ou républicain, appliquaient la même doctrine.
Le président Obama a essayé, je pense en partie, de réparer les erreurs du fils du deuxième président Bush, du fils de George Bush. Mais c'est le problème des néoconservateurs, c'est même pas le problème du président américain. Et la victoire de M. Trump, avec ses qualités et ses défauts, c'est pas le problème de juger l'homme aujourd'hui, c'est la défaite des néoconservateurs. C'est-à-dire, c'est l'abandon d'une politique désastreuse qui a commencé par la deuxième guerre du Golfe, dont nous voyons le résultat, explosion en 3 morceaux de l'Irak, création de Daesh financée par les puissances du Golfe pour empêcher l'Iran de redevenir une grande puissance. Et au bout du compte, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir que les États-Unis d'Amérique vont revenir commercialement un jour en Iran. Nous allons voir que nous pouvons peut-être avoir des accords entre les deux présidents américains et russes, et que la France va disparaître. Quand vous revenez avec le réalisme, ou plutôt la vérité que vous avez découvert sur le terrain, Nicolas Dhuicq, quand vous revenez en France avec cette vision bien différente que de celle présentée par les médias français, que vous l'exprimez ici ou là, que vous échangez avec des confrères députés, comment êtes-vous pris, Nicolas Dhuicq? Parce que n'êtes-vous pas un peu seul, finalement, un peu seul contre tous? Bon, j'espère ne pas être seul contre tous. Nous étions déjà 3, si vous voulez, nous être déplacés. C'est une image, mais en tout cas, vous semblez bien peu à... Je pense que c'est à l'image, si vous voulez, la classe politique, contrairement à la démagogie effroyable qui est déversée ces jours-ci, est à l'image de l'état du peuple français. Je pense que malheureusement, nous avons perdu des connaissances historiques, géographiques. Nous avons perdu la capacité de prévoir des politiques à long terme, contrairement aux Chinois qui ont des politiques à très long terme. Nous avons perdu la notion que la souveraineté avait un rôle à jouer sur la richesse du pays, sur la prospérité de nos habitants, et que la souveraineté ne pouvait pas se gagner uniquement parfois avec quelques slogans faciles, mais que c'était une politique cohérente. Nous avons perdu la notion selon laquelle il y a un triptyque très important pour un pays, qui est son économie, sa défense et sa culture. Les 3 vont de pair. Et vous connaissez bien l'expression américaine du soft power, c'est-à-dire du pouvoir doux, si je traduis littéralement. En fait, oui, il y a ce pouvoir américain, mais dans le même temps, il y a 11 à 12 groupes aéronavals qui sont mobilisables par les États-Unis d'Amérique, qui représentent à eux seuls presque 50% des dépenses militaires dans le monde. Donc il faut dans le monde réel, dans le monde tel qu'il est, si nous voulons assurer la prospérité de nos enfants, il faut que la France se taille une place dans ce qu'on appelait autrefois le concert des nations. Ça, c'est un principe de réalité évident. Quant à l'éventuel isolement, je pense qu'il y a un décalage parfois entre la population et les élus, dans le sens où si l'on prend le temps de considérer que les Françaises et les Français sont intelligents, que mes compatriotes en zone rurale, agriculteurs, ouvriers, maires de communes rurales, si on prend le temps de les aimer et de partager avec eux ces connaissances, peuvent parfaitement comprendre que leur destin est lié en partie à ce qui se passe là-bas. Je crois que c'est le devoir de tout élu et de tout politique de faire cela. Nous avons un devoir d'enseignement, nous avons un devoir de transmission. Il y a une chose à laquelle je pense beaucoup en vous parlant. S'il y a une souffrance à avoir, ça n'est pas celle forcément d'avoir cette difficulté dans le combat à faire transmettre des idées, c'est le décalage terrible entre la souffrance du peuple syrien, les morts, les drames qu'il vit, sa lutte pour sa survie même, pour sa vie même, et l'espèce de condescendance de certaines personnes qui méprisent complètement le facteur humain et qui oublient que les Syriens se battent à la vie et à la mort en ce moment contre des forces absolument négatives. Et vraiment, honnêtement, j'appelle ces islamistes des impies. Ce sera ma dernière question, Nicolas Dhuicq. Quand on est un homme politique qui manifestement recherche la vérité, comme manifestement cela semble être votre cas, on revient marqué d'un déplacement comme celui-là, à Alep? Oui, on vient marqué. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une vérité, mais des vérités. Déjà, admettre que nous avons les uns les autres, enfin, nous sommes les uns les autres porteurs d'une part de vérité, c'est déjà un progrès. Vous avez constaté que la ville n'était pas rasée. Voilà, c'est déjà un énorme progrès d'avoir cette capacité, parce que ce qui me frappe,
c'est que plus nous avançons, moins nous avons de faculté à penser la complexité du monde. Le monde est complexe. Or, tous les discours qui sont tenus sont souvent des discours simplificateurs à l'extrême. Parce qu'il faut du temps pour expliquer ce que je viens de vous dire. Et les médias traditionnels ne vous offrent pas ce temps-là, à l'exception de radio. Donc on revient marqué parce que on revient avec en soi une partie des gens qu'on a laissés là-bas. On revient automatiquement avec cette part d'humanité qui vous a été transmise. L'homme est un animal métaphysique, c'est-à-dire que l'homme a une conscience, il se sait mortel, il progresse avec les autres, et les Syriens et les Syriennes que j'ai rencontrés m'ont enrichi humainement. Ils m'ont enrichi, ils me permettent de devenir, je l'espère, meilleur, et c'est pour eux aussi que j'essaye de mener ce combat, parce que je ne veux pas les oublier, tout simplement. Vous comptez y retourner à Alep? Je l'espère, j'espère modestement pouvoir continuer à aider la Syrie, à faire entendre, premier point, que le discours qui est tenu n'est pas la réalité, même si elle est complexe. Deuxième point, peut-être à faire en sorte d'essayer d'aider concrètement avec des médicaments ou des appareils médicaux. Et troisième point, j'ai un vœu sur le long terme. J'aimerais être très vieux un jour et aller avec les petits-enfants à Alep pour voir, pardonnez-moi encore une fois, ça, c'est l'émotion qui revient, pour voir cette cité reconstruite et les gens vivre en paix. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous.